Pour de nombreux mercenaires nostalgiques de Prigojine, le nouveau patron de Wagner, nommé par Poutine, est un traître. Pas question de se placer sous l'égide du ministère de la Défense russe. Problème, Moscou a besoin de la milice. Regardez ce que disent les renseignements britanniques, plus précisément le ministère britannique de la Défense, très bien renseigné. Ces dernières semaines, des centaines de combattants anciennement associés à la milice Wagner ont probablement commencé à se redéployer en Ukraine, individuellement ou en petits groupes, combattant pour diverses unités pro-russes. Et, il ajoute, pour de nombreux vétérans de Wagner, Andrei Trochev est considéré comme un traître. Est-ce qu'on peut s'imposer dans ces conditions quand on n'est pas du tout attendu ? En fait, sauf au tournant avec un couteau, peut-être, je ne sais pas. Andrei Trochev, déjà, a cette utilité qu'il était considéré par Prigojine lui-même comme une sorte de chef d'état-major opérationnel de Wagner. Et lui a quand même déjà fait assaut de loyauté envers Poutine, contrairement à d'autres, y compris d'ailleurs Sourovikine. Il s'était illustré, il avait eu ses galons en Syrie. On se souvient notamment de son implication dans les interventions russes du côté de Deir ez-Zor, qui était une des batailles les plus importantes de la guerre en Syrie dans fin des années 2010. Donc Trochev passe tout sauf un traître auprès du Kremlin, et c'est surtout aussi un homme de réseau au sein de la nébuleuse Wagner. C'est un homme qui est capable, on va dire, de récupérer le dernier carré des officiers, des cadres de Wagner qui sont les seuls susceptibles de conserver un maximum d'effectifs. Et les effectifs que vous évoquiez, quelques centaines d'hommes qui seraient en Ukraine, c'est sans doute, justement, comme on l'évoquait hier, des vieux de la vieille, certains qui sont à Wagner parfois depuis 2014 ou 2016. Trochev est l'un des seuls qui peut les fidéliser au sein de Wagner, quand d'autres seront partis soit dans la nature quelque part, soit chercheront potentiellement, par exemple, à aller sur d'autres théâtres comme les théâtres africains. Natalia Turine. Moi, je pense qu'il faut commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que Wagner comme phénomène. Et je compare Wagner avec des organisations de type un ordre, comme étaient les Templiers ou comme par exemple était le Comintern. Trotsky, en quelque sorte, c'était comparable avec le système Wagner parce qu'il y avait la transition de pouvoir. Quand il n'y a pas encore d'État qui s'est formé, on fait appel à ces paraformations qu'on appelle souvent les ordres, qui sont extraterritoriales souvent. Trotsky, il voulait faire une révolution mondiale. Il a continué. Mais quand l'État s'installe, il n'a plus besoin de ces organisations, donc il décapite. Philippe le Bel et comparse, on les élimine parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, tant que Wagner continue d'exister, on a commencé par virer les chefs. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul qui est, soi-disant, resté vivant. On n'a pas des preuves, mais tout le monde est d'accord qu'il est vivant, Sourovikine, qu'on a envoyé en Afrique. Et pourquoi faire ? Parce que lui aussi, il pourrait être traité comme un traître, sauf que maintenant, en Afrique, il est obligé de décapiter ceux qui étaient... Quand je dis décapiter, c'est peut-être pas dans le sens primaire du terme, quoique. En fait, il doit reprendre les affaires de ceux qui étaient dans son groupe à lui. Il doit trahir les siens. Et ça, c'est de l'ordre sadique de la méthode opératoire de Poutine. Il oblige Sourovikine d'aller maintenant enlever le business, parce que c'est le business aussi, c'est souvent la trésorerie. Donc, moi, je pense que le jour où on ne va plus parler de Wagner, ça voudra dire que l'État russe, totalitaire ou pas, est bel et bien installé, en place et fort. Mais justement... Et tant qu'on parle de Wagner, ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Mais justement, Natalia, le fait que Poutine, en plus, devant les caméras, met en scène le fait qu'il nomme le nouveau chef de Wagner et qu'il ait encore besoin de la milice, est-ce que ça ne veut pas dire que le président russe est dépendant de cette milice ? Moi, j'ai toujours eu une théorie que Poutine, depuis le putsch, n'est plus au pouvoir. Je pense qu'il s'est passé une espèce de négociation entre lui et cette espèce d'organisme de transition de pouvoir, et Poutine sera en place tant qu'on n'aura pas décidé
de la nouvelle oligarchie ou la nouvelle élite, et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que ceux qu'on par erreur on appelle des oligarques, qui étaient enrichis depuis les années 90, et on les voit tomber par les fenêtres, immigrer, on fait l'expropriation de leurs biens parce qu'on nationalise. Officiellement, on nationalise. Ou alors, on donne à une autre oligarchie constituée des généraux, de grous. En fait, c'est ça qui se passe. Il y a le changement de l'élite ou d'État, mais c'est pas encore stable. Margot Haddad. Il faut tout de même mettre sur la table le clivage interne au sein de Wagner, qui est très important pour comprendre exactement ce qu'il se passe. Il semble que Vladimir Poutine a préféré privilégier la fidélité plutôt que l'efficacité. C'est-à-dire que quand il a choisi le profil d'Andrei Trotchev, tout d'abord Dimitri Peskov s'est empressé pour dire clairement qu'il n'y avait pas de réunion très importante, puisque Andrei Trotchev travaillait pour le ministère de la Défense. Donc il y a une volonté de montrer que ces milices, même si c'est Wagner, elles restent sous la coupe du Kremlin. Et puis, dans ce clivage interne, vous avez tout de même une volonté de garder cette frange ultra-nationaliste sous le coude, qui fait partie de Wagner, qui était même en désaccord avec Prigojine quand il n'est pas allé jusqu'au bout de sa rébellion. Et ça, c'est un détail important, puisque dans Wagner, vous avez ceux qui vont vouloir garder leurs intérêts, c'est-à-dire aller travailler en Afrique, être bien payé, être loin de tout ça. Et puis, il y a certains d'entre eux qui font ça pour une certaine idéologie. Et tant que ces personnes-là ne sont pas rassasiées, c'est-à-dire n'ont pas trouvé un sens à leur mission, ça risque d'être compliqué pour Vladimir Poutine. Nicolas de la Salle, vous pouvez nous rejoindre, je vous en prie, installez-vous, c'est le direct. Vous êtes grand reporter à Paris Match, auteur de Valse russe, un roman et aussi enquête en tant que grand reporter d'origine russe. Merci beaucoup d'être avec nous. Valse russe aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors on parlait de Wagner. Wagner, la milice que Poutine convoque à travers Andrei Trotchev, qui est l'un des fondateurs de la milice. Et on se demande, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, même avec un nouveau chef, le Kremlin ne peut pas se passer de ce groupe paramilitaire? Il y a déjà des centaines de mercenaires qui sont redéployés sur le terrain ukrainien. Oui, vous savez, il n'y a pas que Wagner, il y a beaucoup d'autres compagnies qui ont été créées pour justement rééquilibrer la puissance de Wagner. Moi, j'en ai rencontré des prisonniers patriotes. Je pense que c'est un outil difficile à effacer, en fait. C'est quand même depuis plus d'une dizaine d'années que le pouvoir russe utilise ces forces qui ne sont pas des forces russes partout dans le monde pour jouer aux échecs, en fait, et pour emporter des parties qu'il ne pourrait pas gagner avec son armée régulière. Donc ça va être difficile de s'en passer d'un coup comme ça, même si Prigojine n'est plus là. Ça veut dire qu'on est un peu... Est-ce que c'est pas le symbole, dans ce cas-là, d'un État qui est beaucoup moins fort qu'il ne veut le dire? Si on est prisonnier, entre guillemets, des milices qui se battent sur le terrain. C'est un État qui, avec peu de moyens, fait beaucoup de choses, en fait. Voilà, qui pallie ses difficultés économiques par ce genre d'astuces. Je crois que le budget militaire de la Russie, c'est à peu près le même que celui de la France, en fait. Ils sont beaucoup plus puissants, avec peu de moyens. C'est devenu le double du budget français quand même pour l'année qui vient. Pour l'année qui vient, parce que les choses ont changé depuis le début de la guerre, mais avant la guerre, c'était à peu près avec peu de moyens, des bouts de ficelle, et un géant au pied d'argile. On l'a bien vu avec la supériorité aérienne qu'on croyait immédiate et qui n'est pas arrivée. Les fameux 3 jours, tous les grands spécialistes de la situation pensaient que Kiev tomberait en 3 jours, elle n'est jamais tombée. Et c'est-à-dire, on me demande sans arrêt qu'est-ce qui va se passer. Ceux qui vous répondent ce qui va se passer, souvent ne les écoutez pas, parce que c'est très très difficile. Le jeu, c'est une partie d'échecs, mais elle est très 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 complexe. Il faudrait demander à Cédric Villani presque pour prendre les mathématiques de ce conflit. Bogdan Obraz. Alors c'est clair, c'est que Poutine veut justement faire des alliés qu'il
pouvoir considérer comme des ennemis. Wagner, c'est comme des chiens méchants, des chiens dressés, mais ils sont errants. Est-ce qu'on les apprivoise? Est-ce qu'après on donne face contre l'Ukraine ou contre notre État? C'est ça justement le but de Poutine, c'est justement apprivoiser ces chiens méchants, dangereux, pour ensuite les diriger vers sa prochaine victime. Mais justement, comment on peut apprivoiser, dresser les chiens méchants quand certains ne veulent déjà pas obéir à leur nouveau chef, qui est considéré comme un traître, parce que Andrei Trochev n'avait pas participé à la mutinerie de Prigojine, il avait même averti Poutine. J'apprécie la comparaison, mais il y a des chiens errants et il y a des pitbulls. Et le pitbull, il écoute son maître et un seul. Le truc, c'est que ces gens viennent souvent d'un monde carcéral où la discipline est phénoménale. Où la mort, c'est un... Dans le dicton des bagnards, tu meurs aujourd'hui, moi je meurs demain. En fait, c'est ça. Leur vie, elle est déjà décidée. Leur vie, c'est la mort, c'est la marche vers la mort. Et la hiérarchie dans la prison, je suppose, dans le monde entier, et surtout dans les prisons russes, elle est... tu discutes pas. Et du coup, tu écoutes ce que te dit ton chef. Et j'ai l'impression que les règles de cet ordre-là ressemblent beaucoup à cette discipline phénoménale des prisons russes. Et dans les prisons russes, il y avait des émeutes. Solzhenitsyn en a décrit. Alors, il y a un double jeu aussi de Poutine, de ce pouvoir qui est très très bancal, c'est que la masse critique des magnards peut devenir très très dangereux pour Poutine. Donc, il est en train de dégraisser en permanence, parce que vous savez très bien qu'il y a de plus en plus d'arrestations. Il y a des politiques, il y a bien sûr des gens qui ont tué leur maman ou leur femme, mais les prisons se remplissent. Oui. Mais Poutine veut dégraisser à fur et à mesure que ça se remplit, parce que les bagnards n'ont rien à perdre. Et c'est une force très destructrice, très phénoménale, très... D'ailleurs, quand Staline était mort, on a fait sortir des prisons en masse tous les criminels, parce que, quelque part, quand un patron aussi fort et aussi personnalisé est disparu, il fallait tout de suite se débarrasser de cette masse organisée par la discipline et de les lâcher un tout petit peu. Et là, ils sont devenus les chiens errants, parce qu'il n'y avait plus de patron. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, il ne faut pas se dire qu'ils sont mal organisés. C'est là leur force, peut-être. Parce que contrairement à ces garçons de 18 ans qu'on appelle 2 fois par an, qui connaissent pas les règles parce qu'ils sortent à peine de la famille, ceux-là, ils ont fait leurs écoles, ils savent obéir. Aurélien Duchesne, ce n'est pas un handicap pour Poutine de devoir gérer à la fois l'armée russe, avec les problèmes qu'on a vus d'ailleurs au début de l'émission, et des miliciens qui sont parfois rebelles? Alors, il y a le handicap, j'ai envie de dire, sur le terrain, parce qu'il y a l'acculturation qu'il va falloir faire de Wagner. Quand je parle de culture du commandement, par exemple. Wagner, c'était un modèle de commandement qui était très souple, adapté au terrain, là où, évidemment, l'armée russe, c'est un modèle de commandement extrêmement rigide, qui s'est très peu assoupli depuis le début de la guerre, malgré toutes les faiblesses que ça présente, quand il s'agit, par exemple, pour les soldats, de prendre de l'initiative. Donc, il y aura des handicaps. Quand je dis opérationnel, ça va être donc l'intégration de ces combattants qui n'ont pas du tout la même culture du combat que les Russes. Le deuxième aspect, il va être l'aspect de fidélité que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'on avait des concurrences extrêmement vives entre Wagner et les forces régulières. Alors, il n'y a pas que Wagner qui a ce problème-là. On voit de plus en plus le problème avec les VDV. Les VDV étant des troupes d'élite dirigées par Mikhail Teplinsky, qui ont créé une certaine jalousie auprès des forces russes du fait de du reste des forces russes, du fait de leur succès passé, notamment en Syrie. Ce qui explique peut-être pour la raison pour laquelle les VDV ont été autant sacrifiés pour rien dans des opérations parfois suicides. Pour en revenir donc à Wagner, l'autre handicap, enfin, est tout simplement que quand il va falloir utiliser pour les réseaux de Wagner en Afrique, Prigojine était l'équivalent de ce qu'on avait, nous, en France, avec Jacques Foccart, un homme de réseau qui tutoyait tous les tyrans africains, tous les satrapes et tous les milieux économiques. Poutine a perdu cela en décapitant, en faisant un accident d'avion à l'état-major de Wagner. Donc le handicap, pour le coup, sera surtout politique à ce niveau-là.